Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Une possible hausse du dollar sur fond de rencontre de l'OPEC+. On va parler du S&P 500 qui performe pas mal en ce moment. Donc on va faire un petit peu une analyse un peu détaillée de ce qu'il se passe sur le marché action aux États-Unis. Et on va également aller voir du côté de la régulation, puisque on a un projet de loi aux États-Unis autour de la crypto qui pourrait peut-être être intéressant, puisque éventuellement proposer un framework, une toile de fond au niveau de la régulation qui peut être intéressante au niveau des investisseurs crypto. On passe en partage d'écran, on est là sur le dashboard un peu habituel que je vous propose. Vous avez ici dans le coin supérieur gauche eh bien le S&P 500, vous avez ici le contrat sur l'or, vous avez ici le Bitcoin et vous avez ici le dollar en inversé, c'est-à-dire qu'il est à l'envers. Concrètement, ce qu'on peut voir, c'est très jolie performance dernièrement du S&P 500. Pourquoi ça? Tout simplement cette histoire du plafond de la dette qui a été clarifiée. Donc du coup, c'est normal qu'on ait un rallye jusque-là. Attention, parce que je pense que au moment où Biden va ratifier tout simplement le projet, eh ben on aura peut-être un petit sell de news. Également, le marché qui en ce moment Subodor présuppose que la Fed va faire une pause en juin, donc dans une douzaine de jours maintenant, il y a un meeting de la Fed et le marché pense que on n'aura pas d'augmentation des taux ici, donc c'est ce qui explique un petit peu cette performance. On avait un S&P qui finalement était un peu coincé dans une à peu près $200 de range depuis un bon petit moment, et là vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on prend désormais les plus hauts et on s'approche d'un plus haut qu'on n'aurait pas touché si jamais on tape les 4318, pardon. Si jamais on tape les 4318, à ce moment-là, on aura un plus haut depuis août 2022, c'est-à-dire une dizaine de mois. Globalement, on voit que la structure est très propre ici. Plus ou moins un canal haussier, donc on pourrait s'attendre derrière ça à une petite correction éventuellement. Si je vous trace le canal, ça va donner quelque chose comme ça. C'est assez important en ce moment de regarder le S&P, tout simplement. Alors là j'ai fait une erreur, tout simplement parce que Bitcoin est en partie corrélé à cet asset, donc du coup c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant de regarder. Ici je vous mets le canal. Du coup, voilà, il est possible qu'on soit dans quelque chose comme ça. Sous-entendu, un S&P qui monte à 4005 et puis ensuite qui recorrige pour éventuellement retaper les 4002. En tout cas, si on reste dans ce type de canal, ça peut être quelque chose qui se met en place. On ira voir après l'analyse plus ou moins en Elliott Wave que j'avais sur S&P et quels étaient les points éventuellement. Alors, je sais pas si c'est sur cette charte-là, du coup. Je vais juste regarder ça en daily. Non, c'est pas celle-là, donc du coup on ira voir plus tard. Et bon voilà, en l'occurrence, en tout cas, on a un marché action qui performe pas trop mal depuis ce plus bas ici au 3005. Vous comprenez qu'on est également en ce moment à 4003, donc on a pris quasiment plus 20, on va regarder exactement. Voilà, 21%, 22%, donc c'est pas trop mal. L'or qui corrige sur les 3 derniers jours. Intéressant ici, bon, nous, ce qu'on se demande beaucoup sur la chaîne, c'est est-ce que Bitcoin finalement est corrélé plutôt aux actions, au Nasdaq, qui en ce moment performe très bien, ou alors est-ce qu'il est plutôt corrélé à l'or? Je dirais plutôt qu'on est dans une période d'indécision. Vous voyez, si on regarde d'ailleurs plus ou moins les... où ça se passe, comment ça se passe, etc. On va essayer de... ici dézoomer, voilà, pour avoir le 4 heures également sur BTC. Globalement, on voit que ici, donc là, on est en bas sur S&P et vous voyez la barre qui apparaît de l'autre côté sur Bitcoin. On a quand même plutôt pas mal suivi le canal de S&P, le canal haussier de S&P, en tout cas depuis le 15-16 novembre 2020. Et par contre, à l'inverse, si je vous montre ici, il y a quelque chose qui s'est passé en fait quand on a marqué le top et c'était autour du 16 avril, je crois. Voilà, par ici. Ici, on a quelque chose qui se passe où Bitcoin semble plutôt corrélé à l'or. Vous le voyez, ici j'ai un or qui descend, Bitcoin qui descend, qui reste dans ce canal baissier ici pour le coup, et en revanche j'ai un marché action qui remonte pas mal. Le dollar qui est un petit peu menteur, on va décaler ici un petit peu sur le dollar, j'espère que je suis bien clair ici, vous voyez bien les barres que vous voyez bien les barres tout simplement s'afficher pour corréler au niveau du temps. Donc on a parlé du 15-16 avril. 15-16 avril, vous le voyez ici, depuis j'ai un dollar qui est haussier, puisqu'il est à l'envers là, donc du coup j'ai également un marché action qui est haussier.
On va revenir sur 15-16 avril par ici. J'ai un Bitcoin qui a trouvé son top et qui lui a été baissier. J'ai un or qui nous a fait un deuxième plus haut et ensuite a été relativement baissier. Il est passé de 2075 à 1957. Et donc voilà, on peut dire oui, corrélation inverse au dollar plus ou moins. Hein. Vous voyez que ça se suit là. Donc j'ai un haussier au niveau du dollar et j'ai de la baisse au niveau du Bitcoin. Par contre, j'ai un marché action qui performe plutôt pas mal. Donc corrélation plus ou moins décalée entre Bitcoin et le marché action. Mais cela dit, d'une certaine manière, on pourrait voir éventuellement ça comme un pré-rallye, quelque chose qui était plus ou moins quand même attendu, hein, le fait que un trade un peu contrarien, voilà, c'est ça, sur le marché des actions, qui va peut-être malheureusement ici devoir se faire corriger à un moment donné. J'essaye de vous trouver une charte un peu plus... Bon, on va rester ici sur BTC face au dollar en daily. On va faire l'analyse juste sur BTC dorénavant. On a une engulfing ici, et c'était... Hop, excusez-moi. On a une engulfing ici, c'est-à-dire qu'on a une bougie d'avalement. C'est-à-dire que la bougie bleue ici, donc qui était baissière, a été ravalée par la bougie d'hier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On avait dit hier que si on clôturait au-dessus des 27,2, c'était vraiment plutôt une bonne chose, puisque une engulfing, c'est typiquement une structure de retournement. Si on descend dans les time frames, on voit aussi que hier, déjà on voit qu'on a cassé cette 1 heure là. Bon, on verra ça quand on verra la 1 heure. On voit qu'on a pas vraiment tapé la zone de rechargement ici, mais c'est pas grave. Un petit tour ici sur le 50%, et puis ensuite on repart, on casse ici cette 1 heure, la 4 heures n'est pas encore haussière, mais elle commence à montrer des signes qu'elle peut le devenir, tout simplement quand on regarde ici un plus haut, un nouveau plus haut, hein, ici une fois qu'on a pris les 27,175 à ce stade, ici un plus bas, et j'ai un plus bas qui est plus haut que le précédent, donc on peut s'attendre ici à ce stade potentiellement à casser cette résistance des 27,3, 27,4. On va voir si le marché est plutôt shorté ou plutôt longué. On va descendre, c'est pas dans l'habitude de la chaîne, mais un petit peu plus dans les time frames, tout simplement pour montrer qu'on a effectivement cassé la 1 heure qui était là, qui était une structure de distribution. Ici, on s'était fait rejeter assez violemment. Et là, hop, on passe en dessous. Ce niveau-là, pour moi, est relativement important. Il faudrait qu'on se maintienne bien au-dessus. Peut-être même une clôture, on pourrait le voir comme un niveau daily, c'est-à-dire au-delà des 27,162, c'est-à-dire que le niveau actuel. Si on arrive ici à venir prendre, et je pense que ça va être le cas, les 27,3, c'est plutôt boule sur Bitcoin. Cette trend en 1 heure, on peut désormais la virer. On va tout de suite faire les petites time frames. On le fera pas en fin de vidéo comme d'habitude, mais on va plutôt ici aller développer un petit peu. Et bien là, on avait parlé d'un double bottom éventuel. Pour le moment, on temporise sur la ligne de coup. Sous-entendu, le double bottom, il est ici. Alors, il n'est pas optimal, hein, puisqu'on a perdu ici le plus bas précédent. Donc, il n'est pas larvé, il est optimisé. On n'arrive pas à passer la ligne de coup ici. Hein. Vous voyez que la ligne de coup, c'est typiquement le point dont je vous parle. Pour le moment, on n'arrive pas à la passer. On fait une légère excursion au-dessus. Et là, on est en train de temporiser là-dedans. Personnellement, je pense que la sortie ici va être haussière, mais aucune certitude, bien entendu, de ce côté-là. Hein. On n'est pas devin. Mais a priori, ça montre quand même de la force ici, le fait que la 1 heure est en train de passer haussière. Si on arrive encore plus là ici à casser ce fameux point qu'on va déterminer à peu près au 27,3, sous-entendu en fait c'est plus ou moins ce creux majeur qu'on attaque là et on vient on a des bonnes chances ici de venir à 27,5 sans trop de problèmes et peut-être potentiellement 28 000 voire 28 300. Personnellement, la grande question qu'on peut se poser là, et si on décale un peu sur des time frames un peu plus grandes, c'est tout simplement de dire bon, est-ce que à ce stade, on a besoin d'attaquer cette jambe-là, ou alors est-ce qu'on temporise sur l'attaque de ce creux-là? Pour le moment, le marché nous dit « je n'arrive pas à attaquer ce creux-là », c'est-à-dire je ne veux pas revenir. Ici, il y a probablement de la valeur, il y a probablement des stops qui sont garés juste en dessous, et pour le moment, ils sont relativement bien défendus. Ce qu'on pourrait éventuellement voir ici, c'est de dire que finalement, le marché continue sa grande structure qui est ici, qui est plutôt baissière. C'est-à-dire, bon, ok, finalement, on va effectivement attaquer ce creux-là et potentiellement même celui-ci, c'est-à-dire venir jouer sous les 23 000, 22 000 $. Et ça, c'est une première hypothèse. Elle est valable, mais pour le moment, moi, j'aurais plutôt peut-être tendance à dire que compte tenu du contexte, il est possible qu'on vienne d'abord retester le top, d'accord? Donc, mon scénario ici privilégié, ça serait de revenir tester les 30 avant éventuellement de faire ce fameux mouvement. Pour le moment,
c'est ce que nous dit un peu la liquidité. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. Ce support-là est plutôt fort, hein. On voit ici, bon, ça rebondit, là on peut pas considérer qu'on est vraiment dans la zone, mais là on vient vraiment le retester, ça rebondit bien, on est venu prendre la liquidité qui était juste en dessous, hein, pour le coup, à l'inverse maintenant, désormais, si on vient faire une prise de liquidité, il faudra que ça soit dans cette zone-là, la zone ici, target short, vous le voyez, qui serait éventuellement celle-ci, mais derrière, bon voilà, on a ce support qui peut éventuellement ici nous dire tout simplement, eh bien qu'on reste dans ce range qui est là, et donc du coup, retester à nouveau le top, peut-être une dernière fois ou peut-être pas, c'est ce qu'on verra ensemble sur la chaîne. En tout cas, voilà, moi, mon scénario privilégié, à ce stade, il serait quand même plutôt de venir éventuellement retester le top des 30 000 $. Plus ou moins la liquidité va dans ce sens-là, néanmoins on sait qu'on a quand même de la liquidité en dessous, mais on a peut-être potentiellement ici, avec cette box d'achat et cette petite structure de retournement, dans l'idée que on peut éventuellement revenir retourner la daily. Pour le moment vous comprenez que la daily n'est pas retournée, la daily elle est baissière, puisque on la voit ici très bien, hein, vous voyez que ici on est en train de faire une structure qui est de plus en plus baissière, on est dans un canal baissier très propre, un wedge plus ou moins si vous voulez ici, voilà, dire qu'on est dans un wedge. En général, ce type de figure, le wedge a une sortie haussière, en général. Donc voilà pour Bitcoin, on a pas mal développé ici la partie graphique. Ethereum qui est toujours en train de s'apprécier par rapport à Bitcoin, donc ça c'est intéressant. Également vous le voyez, c'est ultra propre en termes de trend, on tient très très bien ici cette trend d'accumulation pour le moment. Donc au jour le jour, on peut se dire que peut-être Ethereum était sur une trend qui était celle-ci, et que cette trend d'accumulation est en train de prendre de la pente, donc de s'accélérer. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. En tout cas, très propre, hein, super propre à ce niveau-là. Vraiment, ici, hyper limpide du côté de Ethereum. Intéressant également, et ça, on en a déjà pas mal parlé hier, mais on est potentiellement ici au contact de cette résistance et on est potentiellement en train de l'attaquer. Donc, les 20,60% de dominance sont en train d'être attaqués. Maintenant, de là à dire, bon, ben, on va dans un scénario où, bon, déjà, on voit quand même qu'on est en train de passer quelque chose, hein, qui se passe quelque chose du côté d'Ethereum, une résolution peut-être haussière de toute cette histoire, si je vous mets en daily et que j'écarte un petit peu, et là on regarde bien entendu la dominance, on est peut-être ici en train de passer quelque chose en daily. Pour le moment, on a déjà passé ici un petit peu plus ou moins cette zone, mais on s'était fait rejeter assez violemment. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau rejet ou est-ce que ça va partir plus fort? Je vous invite à regarder la vidéo d'hier éventuellement dans laquelle on a pas mal abordé le sujet. En ce qui concerne Ethereum proprement dit, on est autour des 1900 $. Pour le moment, la structure ne passe pas haussière également en daily, hein. Vous le voyez qu'on est un petit peu sur la même chose que Bitcoin, c'est-à-dire, on ne sait pas, on a un petit retournement 4 heures, mais soit on se fait dégager à ce stade-là, et on est sur la trend daily, hein. Vous le voyez ici pile poil. La trend daily, c'est la trend de distribution que vous voyez ici. Si jamais on la passe, on a des bonnes chances de s'accélérer. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'on peut un peu nettoyer ici, c'est-à-dire qu'on peut enlever, je pense, ce niveau-là. On peut également, je pense, nettoyer, pas celui-ci, mais le jaune, histoire de libérer un petit peu la charte. Et on peut enlever cette zone ici, qui est une zone de résistance. Zone de rechargement ici, est-ce qu'elle a été touchée? Pas encore. Donc voilà, à ce stade pour moi, si on arrive à s'affranchir de la droite rouge, là celle qui est en oblique, c'est une bonne chose. Si on arrive à s'affranchir également, et vous le voyez ici, de cette ligne rouge que je considère comme assez importante, puisque en daily, vous le voyez ici, on était rentré à l'intérieur et on a réintégré tout de suite. Donc on n'arrive pas réellement à faire un corps de bougie entier au-delà des 1922 $, en tout cas depuis le plus haut ici qu'on avait fait autour des 2140. Je pense également qu'Ethereum est dans des bonnes disposition pour éventuellement taper une petite explosion sympathique. Cela dit, le chiffre rond des 2000 $ nous avait rejeté ici. Est-ce que il va également nous rejeter dans la zone? Et puis, pour l'instant, encore une fois, on parle tôt sur la chaîne, mais c'est parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de justement essayer d'avoir des visions un peu, on va dire... à l'aurore, des visions du matin et pas des visions crépusculaires de il s'est passé ça. Nous ce qu'on veut voir c'est éventuellement c'est quoi la suite. Donc la suite ici, si on tient la daily, bah, c'est de continuer malheureusement dans ce support là et venir cueillir la liquidité, et il y en a sur Ethereum de la liquidité sous les 1600 $. Donc ça serait un petit peu le scénario un peu drama.
mais qui est tout à fait possible quand on regarde la liquidité en une semaine. Ou alors structure de retournement en 4 heures, un petit peu comme sur Bitcoin. Le juge de paix, je dirais que ça sera les 1910 $. Si jamais on arrive ici à défoncer la ligne rouge qui est horizontale ici, on aura une bonne chance de revenir tester le haut du range tout simplement, c'est-à-dire 2000 $ pour le moment, et peut-être 2200 si jamais la liquidité nous aide à le faire. Donc ça c'est relativement important. Pour le moment la daily est toujours baissière, c'est comme sur Bitcoin. La 4 heures est peut-être en train de se retourner et la 1 heure montre des signes sérieux de retournement. Puisque vous le voyez, on a désormais 2 creux à la suite, qui sont même 3 creux à la suite, qui sont plus hauts que le précédent. Et ça, on peut déterminer au bout de 3 creux et 3 sommets supérieurs aux autres qu'on est dans une structure haussière, c'est-à-dire ici un sommet plus haut que l'autre, encore un sommet plus haut que l'autre, encore un sommet plus haut que l'autre, et un creux qui est plus haut que l'autre, et encore un creux qui est plus haut que l'autre. Donc on a des chances ici de continuer. Comme si quand vous regardiez la météo, vous disiez on a des bonnes chances qu'il fasse le même temps qu'hier. Et je crois que dans 70% des cas, c'est le cas au niveau de la météo. Donc du coup, ça fonctionne plutôt pas mal en termes de win rate. Donc en jouant la structure, on peut se dire que la 1 heure est en train de retourner la 4 heures, qui peut potentiellement retourner la daily, et c'est plus ou moins ça qu'on peut peut-être potentiellement jouer pour le moment. En tout cas, Ethereum BTC qui montre des sérieux signes de force, Ethereum dominance également, et puis Ethereum USDT aussi. Le problème, c'est que sur tous ces assets-là, enfin sur toutes ces charts-là, on est sur résistance. Donc soit on se fait rejeter violemment, et le rejet va être violent si jamais il y a rejet, soit tout simplement on arrive à passer comme papa dans maman, et là du coup l'accélération devrait se faire. Si l'accélération ne se fait pas, c'est-à-dire la cassure de la traîne rouge que vous voyez là, et si jamais il y a rejet, et malheureusement ça sent pas très bon pour Ethereum. Mais je pense qu'on est ici sur des prédispositions extrêmement intéressantes en ce qui concerne Ethereum, et j'ai déjà encore une fois beaucoup parlé de tout ça hier. Ici Zelensky qui dit qu'ils sont prêts pour une contre-offensive. Alors quand vous faites la guerre, vous dites pas quand est-ce que vous allez faire une contre-offensive, hein, donc tout ça vous le comprenez, et bien entendu un peu de l'intox, etc. Maintenant ce qu'on peut regarder sur on va dire la partie guerre en Ukraine, c'est que les Ukrainiens essayent d'éparpiller le front, ils attaquent Belgorod, etc., ce genre de choses. Donc ils essayent un petit peu de parsemer un peu plus la défense russe, de leur dire on peut attaquer un petit peu n'importe où, et ça effectivement ça sous-entend que peut-être ils sont en train d'essayer de trouver une brèche quelque part. Voilà, mais si vous allez contre-attaquer, vous ne le dites pas, hein, bien évidemment. Ici oui, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler également. Le ministre de l'huile, enfin du pétrole, le ministre du pétrole en Arabie Saoudite, qui dit attention aux spéculateurs de Wall Street, il se pourrait qu'on coupe la production de 1 million de 1 million de barils par jour une nouvelle fois. Donc là, il y a un meeting ce week-end, il a commencé déjà depuis un certain temps, mais il y a déjà quelque chose qui est potentiellement en train de se mettre en place et qui risquerait de faire remonter le pétrole. Remonter le pétrole, ça veut dire refaire remonter bien évidemment les coûts du transport, ce qui par ricochet fait remonter l'inflation. Donc attention à ça, on veut une inflation, je vous le rappelle, en ce moment qui baisse, en tout cas pour avoir tout simplement des jolis gains éventuellement sur les portefeuilles actions ou ce genre de choses. Le règlement MiCA qui est officiellement ratifié par les autorités européennes, et ça c'était hier matin. Dogecoin, Elon Musk est accusé de délit d'initié par des investisseurs sur le même coin. Alors là c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je pense qu'ils en doivent pas mal à Elon Musk par rapport à comment a performé Dogecoin. Voilà, enfin bon bref, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais c'est vrai que Elon Musk est un personnage public qui fait des tweets et parfois effectivement il a des tweets qui peuvent potentiellement améliorer son portefeuille, mais dans ce cas-là, à quel point quand Nabila dit qu'elle met du L'Oréal, à quel point on peut imaginer qu'il y a des délits d'initié à ce moment-là un peu partout. En fait, c'est un peu le procès des réseaux sociaux qu'on est en train de faire, et ça ne veut un petit peu rien dire dans ce sens-là. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Si vous décidez de suivre Elon Musk, ça veut dire que vous êtes sous influence. Si vous êtes sous influence, ça veut dire que tout simplement, c'est de votre faute. La deuxième chose ici, une nouvelle régulation US qui est en train de se mettre en place. Alors on a ce qu'on appelle des draft bills. Draft bill, c'est plus ou moins un brouillon d'amendement, de loi, un projet de loi, voilà. Un projet de loi qui est déposé par des républicains au Congrès des US. Et en fait, ça permettrait de dire
asset digital, quelles sont finalement la ligne rouge entre le moment où c'est une security ou une commodité. Donc ça permettrait de dire à l'existant, si tu veux devenir une commodité, à ce moment-là, eh bien voilà le chemin de la décentralisation que tu vas devoir adopter. Si tu veux rester une security, à ce moment-là, eh bien tu restes un contrat d'investissement, etc. Et tu es beaucoup plus centralisé que le reste. Mais en tout cas, ici, ça peut être extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, et ça on en a pas mal parlé sur la chaîne, mais vous avez deux manières de voir tout simplement les investissements. D'abord, les securities. Qu'est-ce que c'était que les securities ? À l'époque, c'était plus ou moins les chemins de fer, quand on était au tout début de la bourse aux États-Unis, ce genre de choses. Et puis, on avait fait la différence avec les commodities, où à l'époque, c'était le blé, le pétrole, toutes ces choses-là. Donc, on va dire qu'on a des matières premières d'un côté, qui n'ont pas du tout les mêmes contrats d'investissement et les mêmes contraintes. Lorsque vous créez un ETF sur du pétrole, c'est beaucoup plus simple que si vous créez un ETF sur des securities, donc des contrats d'investissement. Sous-entendu, vous investissez dans une boîte qui elle-même va fournir un service ou va construire les chemins de fer. En l'occurrence, c'était ça à l'époque aux États-Unis. Les securities dépendent de la SEC, les commodities dépendent de la CFTC. Beaucoup plus intéressant pour des cryptos de dépendre de la CFTC. Et là, en l'occurrence, le combat du moment de la part de la SEC, c'est de dire tout est sécurité. À part Bitcoin, même Ethereum est une sécurité, etc. Vous n'êtes tous pas suffisamment décentralisés pour être des commodities. Le fait d'investir dans votre projet sous-entend que tout simplement, vous enrichissez une personne en particulier. Donc du coup, vous allez être des securities. Et là, le draft qui est proposé, c'est tout simplement de dire on va déterminer une ligne rouge à partir de quel moment tel projet est suffisamment décentralisé ou pas pour devenir une commodité. Il y a eu des tas de manières de voir les choses et quand on a eu le procès de XRP contre la SEC, le test de Howey qui est un test de décentralisation, alors à l'époque c'était sur les oranges, c'était dans les années 30 et il y avait eu effectivement ce type de test, sous-entendu je crois qu'à l'époque vous aviez un gros monopole sur les oranges et il y avait eu un test qui avait été mis en place par Howey. On a également le coefficient de Nakamoto qui est intéressant, c'est-à-dire coefficient de décentralisation mais spécifique vraiment aux assets digitaux, donc je sais pas exactement comment c'est calculé. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, éventuellement je ferai la lumière là-dessus. Et puis vous avez un autre test dont je me souviens plus le nom, mais qui est encore plus vieux je crois et qui permettrait de déterminer qui est une sécurité ou qui est une commodity. En l'occurrence ici, le projet qui est éventuellement évoqué, et comprenez bien que la crypto, étant donné que désormais on va dire 30% des Américains à peu près possèdent de la crypto, ou en tout cas pour les CSP+, donc les catégories socio-professionnelles un peu de la haute, les gens qui ont un peu plus d'argent, on arrive sur des chiffres assez conséquents, et bien la crypto va devenir bien entendu un enjeu électoral aux États-Unis, et les élections aux États-Unis c'est relativement bientôt. Donc on a un besoin de clarification de la régulation qui est éminent, et ça devient vraiment intéressant ici de proposer ce type de projet de loi, donc relativement intéressant de ce côté-là. De ce côté-là aussi, et ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi c'est important ? D'abord, quand vous avez des securities, on va dire les institutions, donc les très grosses institutions, par exemple, imaginons, je suis MicroStrategy, qui est une société cotée en bourse. Théoriquement, je n'ai pas le droit, sans en tout cas en faire passer par des milliers et des milliers de papiers, je n'ai pas le droit d'investir plus de 40% de mon bilan dans des securities. En l'occurrence, vous comprenez que Bitcoin est admis comme étant une commodity, suffisamment décentralisée pour n'enrichir personne, si ce n'est les baleines, mais à partir de là, on ne peut pas réellement définir qui a suffisamment absorbé tel ou tel asset. Mais en l'occurrence, ici, ce qui se passerait éventuellement si jamais Bitcoin devenait une security, eh bien, c'est que MicroStrategy n'aurait pas le droit de faire ce qu'ils font. MicroStrategy, c'est bien sûr Michael Saylor, etc. Je crois qu'ils ont 141 000 Bitcoin, quelque chose comme ça. Donc plus énormément d'une partie de leur bilan, et c'est devenu d'ailleurs même un vecteur désormais, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne peuvent pas directement investir sur Bitcoin, puisque ça demanderait du custodian, ça demanderait beaucoup de due diligence, des avocats, etc. Le fait d'investir directement sur Bitcoin serait un problème pour eux. Eh bien, ils utilisent le vecteur d'acheter des actions de MicroStrategy pour tout ce qui est une entreprise de logiciel à la base, qui n'est pas du tout une entreprise de crypto. Ils utilisent ce vecteur-là, puisqu'ils savent que dans son bilan, MicroStrategy a énormément de Bitcoin pour tout simplement investir sur Bitcoin. C'est également le cas pour les gens qui vont acheter du Coinbase ou de l'ETF BlackRock qui est en grande partie sur l'ETF BlackRock sur la crypto, qui est en grande partie composé d'ailleurs de Coinbase, de MicroStrategy, et etc. C'est une sorte de panachage de toutes ces de mineurs également. Il y
a du Nvidia dedans, donc il y a des choses voilà, qui ont dû plutôt pas trop mal performer, en tout cas dernièrement. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout simplement, ici aux États-Unis, on commence à avoir des volontés de régulation par rapport à tout ça, et c'est suffisamment intéressant pour que ça sorte et que ça soit, pour le coup, ici, je trouve que l'angle est plutôt pas trop mauvais pour le projet. Ça évitera que tout le monde se fasse attaquer par la SEC. On a également, vous en rappelez, Coinbase qui a directement même fait un procès à la SEC en disant, maintenant, il va falloir que vous nous disiez qu'est-ce que c'est exactement une security, une commodity, puisque nous, quand on a il y a 3 ou 4 ans monté notre exchange, on était persuadé que telle ou telle chose était des commodities, et maintenant vous nous dites que c'est des securities. Donc du coup il y a eu un procès qui a été fait directement. La SEC a fait une Wells Notice, donc a fait une menace de procès envers Coinbase, et derrière Coinbase a répondu en disant nous on vous attaque parce que vous n'avez pas été suffisamment précis dans vos demandes. En tout cas voilà, ce projet n'est pas bipartisan, moi j'aurais préféré qu'il vienne des deux côtés. Il est plutôt axé républicain, mais c'est vraiment intéressant de commencer à voir que, finalement, on va ici faire la lumière avec ce projet de loi, et que ça va être non pas le juge, mais peut-être le législateur qui va essayer de trancher sur qu'est-ce qu'une commodity et qu'est-ce qu'une security. Personnellement, j'aurais même préféré qu'on fasse un petit peu comme ce qu'on a fait en Europe. En Europe, on a dit, il y a une autre classe, et c'est les assets digitaux, et voilà comment ils vont être régulés. Maintenant, en Europe, tout n'est pas parfait. Mika n'est vraiment pas du tout un projet parfait, mais bon, voilà, au moins, il a le mérite d'exister. Beaucoup, d'ailleurs, de gens qui se tournent. Alors, je fais vraiment une grosse aparté, là, parce que, à une époque, je pense que c'était dans les années 2000, Londres avait légiféré énormément sur tout ce qui était justement ETF, tous ces nouveaux vecteurs qui étaient des vecteurs indiciels, et la City, donc Londres, avait dit nous on va faire une législation hyper claire, etc. Et en fait ça avait attiré énormément de capitaux vers la bourse de Londres, et à l'époque la bourse de Londres était devenue la première bourse mondiale, loin devant Wall Street, parce que la régulation était plus claire chez eux qu'aux États-Unis. Donc on avait énormément de gens qui au niveau nord-atlantique venaient investir dans la City, et il y a eu un énorme afflux d'argent à ce moment-là sur toute la City et toute l'Europe bien évidemment, et Londres était devenue la plus grande place financière du monde. Donc ça peut être intéressant au niveau de l'Europe d'être en avance bien évidemment par rapport à ce type de régulation. On en avait parlé d'ailleurs quand on avait traité la législation européenne, qui encore une fois certes n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister. Ici, c'est à peu près le même délire, hein. C'est un peu le même article où on nous dit qu'effectivement, il y a un projet de loi qui est en train de se faire. Coinbase qui dit la Chine va bénéficier du fait qu'aux États-Unis on soit restrictif au niveau de la régulation. Donc je pense aussi qu'il y a des formes de réponse, et comprenez que Coinbase c'est un peu le fleuron américain coté en bourse en termes de crypto exchange, et là en ce moment ils sont en train de dire nous on va enlever une bonne partie de nos assets des États-Unis, etc. Tout simplement Coinbase en a vraiment marre, et est en train de peut-être se désolidariser de ce côté America, voilà. Donc en ce moment ils font beaucoup de bruit et beaucoup de tapage pour dire qu'il faut que ça régule du côté américain. L'OPEC, toujours, on en a parlé, attention, watch out, au niveau du pétrole, on pourrait ici avoir un petit rebond. Alors je sais pas, c'est assez bizarre aussi également que le ministre commence à dire aux spéculateurs de faire gaffe. Enfin voilà, il y a quand même ici, en général, quand vous faites ce type de move, vous avez envie que le prix augmente, hein, donc vous allez pas aller prévenir les traders que ça ne va pas être le cas. Cette semaine, on va être le 5 juin, on n'aura pas énormément de choses en termes de news, sincèrement, donc ça risque d'être une semaine soit calme, soit au contraire agitée, enfin une semaine où c'est la liquidité qui fait son taf, mais vous le voyez, on a rien de bien énorme, et puis par contre la semaine d'après, là on peut y aller, ça va aller très très fort. À partir de lundi 13, le CPI, donc qui sortira le 13, je me demandais la dernière fois d'ailleurs quand serait la date. Lundi 13, donc à 14h30, on aura l'indice des prix à la consommation américain, qui est la data qui va être vraiment importante dans les prochaines semaines de connaître et d'analyser, et de potentiellement, donc on fera une vidéo je pense semaine prochaine vraiment dédiée sur le CPI, quel pourrait être le CPI, etc. On a déjà évoqué des pistes. Mais voilà, et puis ensuite le PPI, le Producer Price Index, donc le prix de production,
les minutes de la Fed qui sortiront depuis le dernier, celui de mai, le dernier meeting. Donc là, on aura des informations sur ce qui s'est dit. Une conférence de presse de Powell, donc 13-14, ça va être chargé en news. Et puis derrière, les jobless, donc ça va être sur le marché de l'emploi. Voilà, pas mal de choses. Pas grand-chose la semaine prochaine, mais énormément de choses la semaine d'après. Et ici, on a un gros rallye, on a un rallye en ce moment de la Big Tech. Est-ce que finalement on est sorti de bear market ou pas sur le S&P? Personnellement, je pense pas que ça soit le cas et ça va me permettre la transition sur ceci. Alors, je suis pas du tout, on n'a aucune certitude, bien évidemment, de ce qu'il va se passer. J'aimerais bien retrouver ici mes charts. Pourquoi elles n'y sont pas? On va essayer de retrouver ça là. Voilà. Nous, on a dit attention sur S&P dès qu'on sera dans cette zone rouge. D'accord? Peut-être que quelque part entre 4003 ici, 4280 et 4400, ça va casser. Pourquoi? Parce qu'on avait dit on a une ABC ici, on avait dit que contrairement à la crypto où on voit déjà une fin de correction, et bien là sur le S&P on a une A, donc une première vague, potentiellement on est en train de marquer ici le rebond, c'est-à-dire la correction de cette première vague, et potentiellement que derrière on va venir cracher. C'est une possibilité vraiment, vous voyez qu'on n'est pas loin de la target, 4394, on est désormais à 4282. En tout cas, pour le moment, ce scénario-là, il tient depuis des mois. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, je vais pas me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, en Elliott, on est à peu près sur le bon scénario. Donc ce que je dis, c'est juste attention dans la zone. Il est possible, bien évidemment, qu'on vienne faire une flat, c'est-à-dire que si tout se passe bien cette année, plus ou moins, donc pas de crash majeur, pas de récession, on décale la récession jusqu'au... en fait, c'est ça l'idée, on décale la récession jusqu'aux élections. Et ben là, ça pourrait nous donner une flat, des scénarios qu'on a assez souvent vus sur le S&P, c'est-à-dire que plutôt que de s'arrêter dans cette zone ici du 0,618, eh bien on vienne carrément égaler les tops précédents et venir faire une sorte de ce qu'on appellerait un double top, mais en fait ceci est une flat. Donc revenir jouer derrière avec les niveaux. Après, est-ce que cette flat sera une flat étendue, c'est-à-dire est-ce qu'on va revenir jouer avec des niveaux du 3000? Personnellement, moi j'aurais tendance à dire que y a quelque chose qui n'a pas été tout à fait retesté, mais peut-être parce que tout le monde l'attendait, c'est les niveaux pré-Covid. Voilà, ici, pour moi, à 3392, il y avait quelque chose à revenir test, et ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que, vous le voyez ici, j'ai mis ma 5 très légèrement en dessous. Alors il y a aussi des niveaux de Fibonacci, etc., des choses comme ça. Il y a bien évidemment ici le 1 pour 1, c'est-à-dire on a une A, vous le voyez là, la A, elle est là. La A, elle est ici. On a une A qui fait ça, on a une B qui vient du coup à son 0,618. Ici, décidément, j'ai vraiment du mal. Je crois que... On a une B qui vient à son 0,618 et ensuite on fait un mouvement de 1 pour 1, c'est-à-dire la A est égale à la C reportée en haut de B. Personnellement, je reste dans ce scénario pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il tient super bien. Parce que franchement, ici, on a nailé le bottom parfait sur ce point-là et qu'ensuite on a vraiment joué ici. On a dit c'est pas fini, on reviendra encore une fois plus haut parce qu'on n'a pas vraiment touché les zones qu'on devait toucher. Et voilà, pour le moment, moi j'ai ma A, j'ai ma B ici en flat, j'ai ma C qui est en train de se faire. Je dis juste... Faites super gaffe quand on sera autour des 4005, ça c'est la première chose, et encore plus gaffe quand on sera autour des 4008 si jamais on y va. Donc voilà l'analyse sur S&P, déjà 33 minutes, donc on va aller couvrir la liquidité. La bonne nouvelle c'est qu'on a déjà fait le scalping, donc du coup on devrait être peut-être un petit peu plus court. Malheureusement ça sera encore une fois une vidéo d'une quarantaine de minutes, mais vous voyez qu'on a abordé de la régule, on a abordé corrélation corrélation d'avec l'or, on a apporté, et vous le voyez ici, le pétrole qui finalement pourrait trouver des plus bas ici sur fond de OPEC+, qui une nouvelle fois couvre arrête tout simplement les... La dernière fois qu'on a dit l'OPEC va couper 1 milliard, ça a fait ça. D'accord. La fois d'avant, c'était la Russie qui avait coupé 1 million de barils par jour, pardon. Ici, ça a fait ça. Donc là, on est déjà en train de prédire le mouvement. Les gens ne sont pas cons, ils écoutent effectivement ce qui se dit. Donc là, vous le voyez, ça fait 2 jours que on a un pétrole qui est haussier et qui sous-entend que peut-être l'OPEC va dire on va fermer encore un petit peu plus le robinet. Et
Et puis voilà, on a fait notre analyse S&P, etc. Donc je vous passe la page de pub et puis ensuite on va directement aller voir ce qui se passe au niveau de la liquidité et du sentiment. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 27 millions, autant dire vraiment que dalle. À peu près 4 millions sur Bitcoin, 4 millions sur Ether, pardon, 4 millions sur BTC, plus de liquidation sur Ether que sur BTC, ça c'est intéressant. Tron qui revient un peu dans le move. Alors personnellement, je vous ai parlé de Solana il y a pas longtemps. Surveillez aussi Tron parce qu'il y a une très belle activité on-chain sur Tron. Tron qui est un peu le coin mal aimé, mais je pense qu'il y a de la valeur également et que je pense que ce coin est quand même relativement sous-évalué. Voilà, bon, après ça fait partie des gros, hein. Pour le moment on n'est pas en train de montrer des choses. J'avais parlé du projet Audius il n'y a pas longtemps également. On est en train d'aller voir, et je vais reprendre ça sur KuCoin, des choses plus petites, hein, des projets beaucoup plus petits, mais bien évidemment dans ce type de configuration, il est plus intéressant je pense d'aller chercher un peu des gros, et personnellement des gros qui sont sous-évalués et qui vont probablement bien se porter si on repart en bull market. On liquide que du short, vous le voyez ici, 100%, ça devient des niveaux assez conséquents. Tout simplement, je pense que la price action a été relativement haussière, donc c'est normal de ce côté-là. Au niveau du carnet d'ordre, et bien pas grand-chose à dire, si ce n'est que si on doit tomber, on aura vraiment très peu d'ordre avant les 26 500, 366 bitcoins à l'achat, et si on doit monter, on n'aura pas grand-chose avant les 28 246 bitcoins à la vente, en tout cas sur nos amis de Binance. Ensuite, la liquidité, alors on n'a touché aucune des 2 bornes ici, que ça soit en haut ou en bas. On a été relativement proche, mais on ne l'a pas fait. Bon, pour moi, ça veut dire que le mouvement s'est fait, mais bon, on garde quand même ces 2 bornes. Ça pourrait peut-être plus péter en haut que en bas, cette histoire. C'est ce qu'on va regarder ici. Là, j'ai pas mal de shorts sur toute la zone. Donc, on avait un mouvement qui était shorté ici. Vous voyez que ça a été fait. On est venu prendre. Derrière, c'est relativement normal ici. Ici, c'est normal également. Et là, c'est relativement normal aussi. Donc, on va rien rajouter. On va rester avec ces 2 bornes hautes et basses pour le moment. Sur Bitcoin, on reste là-dessus. Sur Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors sur Ethereum pour le coup on a pris la borne haute qu'on avait notée hier, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de liquidation d'ailleurs sur Ether que sur Bitcoin, beaucoup de gens qui étaient peut-être garés au-delà de ce plus haut et qui étaient positionnés en short. Là où je dis attention sur Ether, c'est qu'on a dépassé la barre bleue qui est ici, qui en général est une droite sur laquelle on a tendance à déleverager, on a tendance ici à casser du leverage, à casser du levier quand on passe cette zone là. Intéressant de voir également qu'on a fait un tour dans le funding rouge, donc là on était plus shorté que longué, ici on est à peu près normal, ici on est plutôt shorté mais relativement normal, ici ça se reprend et là au top on est très légèrement shorté, donc on peut éventuellement marquer un point de short ici. Mais à ce stade, rien de nouveau sur Ether, si ce n'est qu'on n'est pas venu prendre ce point-là, mais vous voyez qu'on l'avait mis en trétillé, donc c'était un petit point, pas extrêmement important. Par contre, je dis juste attention à ça. On va dézoomer un petit peu sur Ether pour comprendre. Alors, on va passer en 6 ici. Pour vraiment voir où est la borne haute où en général on a tendance à déleverager. Vous voyez ici que on va la mettre plus précisément. Oh, comme ça, ouais. Voilà, quelque part par là, on va la mettre dans une autre couleur, on va la mettre en jaune. Quelque part par là, on a tendance à déleverager. Donc autant pour moi, on est plutôt ici sur la trend. Là, on avait accumulé un petit peu plus. Vous voyez qu'on a souvent dépassé cette trend là. Donc ce niveau-là, eh bien, on est en train de releverager assez fort. Et ici, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé, hein, malheureusement. Souvent, je fais des gros mouvements sur la trend. Voilà, ici, on a une trend d'accumulation au niveau Open Interest. Et ici, on avait une contraction qui, désormais, a été sortie à ce niveau-là. Donc, personnellement, j'aurais plutôt tendance sur l'Open Interest à montrer cette structure-là, qui est un triangle ascendant. Est-ce qu'on va accepter sur Ether d'aller leverager plus haut que 4 milliards? Donc autant pour moi, je vous ai dit une bêtise. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait tendance à déleverager quand on était à 3,70. En fait, on a tendance à déleverager quand on est à 4 milliards. On est, cela dit, relativement près. Donc attention, si on se rapproche de cette droite jaune ici, eh bien le marché a tendance à dire, bon ben, maintenant, ça dégage. Vous voyez ici également que on était extrêmement shorté là, je pense qu'on était autour de The Merge, là ici il y avait eu un très gros mouvement de short juste avant The Merge, ici on était pas mal shorté également, si je vous montre le prix, vous allez voir que c'est quand même assez cohérent avec les niveaux. Ici, on était pas mal shorté également et finalement, bah, derrière, le prix se retourne et on repart assez fort. Ici aussi, on avait été extrêmement shorté hein, quand le funding est rouge et là, c'est reparti assez fort. Et depuis, on est finalement quelque peu à plat sur Ethereum. On n'a pas non plus de niveau déconnant en ce qui concerne le long, pardon. Comprenez bien, si ça veut bien se mettre à jour. On va se mettre en daily pour que vous compreniez en bull market ce que ça peut donner d'avoir un funding extrêmement positif. Ça donne ça, d'accord? Et là, le funding est extrêmement positif, ce qui est extrêmement baissier, mais pourtant, le prix continue. Donc, ce qu'il est intéressant de regarder, donc là, malheureusement, on n'a pas le bon spread. Il faudrait que je vous mette un autre spread dedans. On va le regarder plutôt sur BTC. Du coup, vidéo assez longue, mais je pense que voilà, au moins on sera allé au bout de l'idée hein, en ce qui concerne la liquidité également. On va passer également en daily sur Bitcoin et vous allez comprendre l'histoire des spreads. Si ça veut bien se mettre en place, voilà. Et bien en l'occurrence, voilà, on va se mettre comme ça. Là, funding très fort dans le positif, énormément de gens qui longent. Pourtant, j'accumule certes de la liquidité au-dessus, hein, j'en accumule beaucoup, mais le prix continue à monter. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement les spreads sont positifs. Ici, il y a plus de demandes au spot que de demandes sur les dérivés. Les gens veulent plus acheter du Bitcoin au spot. Ils sont complètement en train de FOMO au spot. Donc ça coûterait extrêmement cher de venir prendre ces mecs-là. Donc venir ici péter une correction pour descendre, ça voudrait dire mettre énormément d'argent sur la table pour manipuler le spot. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ben, au moment où finalement les spreads se calment, donc à peu près par ici, vous le voyez, là, on a vraiment ce moment où les gens veulent finalement faire du gros levier et venir rentrer ici, etc. Et bien finalement, là derrière, les spreads se calment, ça veut dire aussi que la demande au spot se calme. Et bien là derrière, on fait le fameux mouvement de moins 50%. Donc là, on vient chercher tous ces mecs-là qui étaient effectivement en long depuis désormais trop longtemps. Vous voyez que le moment où le funding s'excite,
c'est pile poil le moment sur lequel on est venu corriger ici autour des 30 000. Donc il faut avoir une analyse assez précise de toutes ces choses-là. Là ici c'est la même chose, on repart, finalement on part en short squeeze puisque là tout le monde avait shorté. Vous voyez ici qu'on est passé sur que du short dans le funding. Et puis derrière on part en short squeeze, donc du coup on liquide ces mecs-là qui est appuyé sur le bouton short, les deux pieds joints sur la souris. Derrière finalement ça relance le spot, les gens se disent ah ça y est on est reparti, c'est super, Bitcoin est retourné autour des 40 ou 50 000 $, on va faire des nouveaux ATH. Tout le monde saute à pieds joints sur le bouton achat au niveau du spot et ça sous-entend que quelque part ici, malgré cette petite correction, vous le voyez ici dans la correction en fait on vient corriger une partie des mecs qui étaient rentrés un peu tard là, et puis derrière qu'est-ce qui se passe? Spread négatif ici, vous le voyez, tac. Donc spread négatif, beaucoup de short, funding négatif également, beaucoup trop de short, on continue, on fait un deuxième short squeeze pour tout simplement venir chercher toute la liquidité et y compris tous ceux qui avaient commencé à shorter ici, d'accord, tous ceux qui étaient garés là, qui avaient fait ici un short, soit de couverture, soit un short normal, se sont fait rétamer par ce deuxième top. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose que je peux considérer comme importante, c'est ça. Alors, on n'est pas extrêmement propre ici sur la trend, mais... Oui, ici, on n'était pas trop mal, en fait. Globalement, voilà, ici, on cassait cette trend de CVD au spot. Vous comprenez que le CVD au spot, il va se différencier en fonction de ce que je regarde. Si, par exemple, je regarde que ça comme bougie, enfin, c'est une charte qui se modifie en fonction de ce que vous regardez. Ici, on avait une très forte demande au spot. Vous le voyez ici, et ça correspondait au 13 février. Donc, on était vraiment sur... on n'a pas forcément sur le début de bull run là ici, et petit à petit tout au long même de cette montée, et bien finalement l'intérêt pour le spot diminue. Alors malgré le fait que là vous le voyez ça fait une cuvette donc ça repart assez fort, mais là on a effectivement des spreads qui deviennent extrêmement positifs tout simplement parce que encore une fois on avait beaucoup de gens qui achetaient au spot un petit peu les yeux fermés. Et sur cette trend ici de CVD au spot, donc de cumulative volume delta, ça veut dire le volume cumulé, mais en fonction des bougies qu'on regarde, encore une fois, cette charte va se modifier si jamais je ne passe plus en daily. Là, il met 5 minutes, mais en fait, je suis déjà en daily. Si jamais je passe en 6 heures, vous voyez que ce que je vais regarder va être différent et la charte va être différente. Là, je suis complètement... vous voyez que ma droite, on va essayer de... Ma droite, elle est plus valide, tout simplement, parce que le CVD se modifie en fonction de ce que je regarde en termes de, de droite. Donc, c'est pour ça que cette droite, je l'ai mise en daily, et il faut la regarder en daily. Et là, vous voyez qu'on commence un petit peu à toucher à des endroits où, on essaye de passer, puis finalement, on réintègre, et puis finalement, ainsi de suite, etc. Donc, sur ce désintérêt pour le Bitcoin, ici, vous voyez qu'on est passé en CVD totalement négatif, moins 665, on est peut-être ici en train de trouver une structure de bottom. Ça serait bien, donc du coup, que ça reparte fort. Là, vous comprenez qu'on est le 10 mars 2023. Ça nous donne quoi au niveau du prix ? Le 10 mars 2023, on était sur le moment où on est revenu toucher les 20 000 $, et depuis, ça repart, ensuite, bam, ça recorrige à partir de quand? Du 14 avril, donc l'ancien ATH, c'est pas un ATH, mais l'ancien plus haut qu'on avait fait autour des 31 000 $, des intérêts pour le spot, donc bien évidemment, la demande au spot va être drivée par... le prix, si les gens voient que le prix augmente, si les gens se disent « Ah bah Bitcoin, il a quand même performé 120% depuis, alors là on doit être autour de 70 ou 80 depuis les 15 004, le plus bas qu'on avait fait autour des 15 004, eh bien ça va peut-être m'intéresser. » Donc on veut que cette droite ici revienne fort. On veut également avoir des épisodes de spread positif, un peu comme on avait eu ici. Moi, pour moi, il y a des gens qui disent que c'est plutôt une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose quand les spreads sont positifs. Mais cela dit, on veut quand même... Donc, moi, ce que je veux, c'est quand même... Alors là, on n'a pas, malheureusement, je sais pas pourquoi... Non, on l'a pas, c'est pas grave. Que l'open interest reste relativement élevé, mais quand même avec des spreads positifs. Et là, c'est vraiment la super config. La super config, pourquoi? Parce que ça veut dire que je peux longuer derrière, étant donné que les spreads sont positifs et que la demande au spot est telle que ça revient très cher de venir manipuler le spot. Si je devais contrer la demande qu'il y a au spot pour faire baisser le prix, eh bien, ça coûterait beaucoup trop cher au market maker de venir prendre le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils laissent faire.
Ils laissent leur contrat plus ou moins être perdant pendant toute cette vague-là. Et puis ils attendent que finalement la demande, ici plus personne ne voulait du Bitcoin au-delà de 63 000 $, ou je sais plus à combien on était, 62 000. Et plus il n'y a pas une personne au monde qui en voulait, donc du coup la demande s'essouffle. Et à partir de là, eux ils poussent le prix vers le bas en vendant tout simplement du Bitcoin au spot pour faire encore plus baisser le prix. Ici on fait cette correction à 30 000, donc de 50%. Derrière, short squeeze, puisque tout le monde était en train... Là les market makers ont pris tout simplement le short inverse, hein, le long inverse, pardon, excusez-moi. Là, ils ont pris le long inverse de ce que vous faisiez. Quand vous étiez en train de sauter à pieds joints, encore une fois, sur le short, eh bien, eux, ils prenaient la liquidité qu'il y avait en face. Et puis derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un short squeeze. Double short squeeze en 2 temps. Donc là, si vous jouiez la liquidité dans cette zone-là, vous étiez extrêmement bien parce que vous voyez qu'effectivement, on avait des spreads qui redevenaient négatifs et on avait un funding qui était plutôt dans le rouge. Donc là, ici, c'était plutôt bien de jouer du long. Là, on revient sur une zone où on est extrêmement longué. Derrière, le prix se retourne et on refait le fameux mouvement beaucoup plus long sous forme de cette magnifique flat étendue. C'est-à-dire, je descends, je reviens tester mon top et derrière, je vais au 1.618. Si jamais je reviens sur le prix, et du coup, on va faire la conclusion de cette vidéo. Vidéo assez longue, mais bon, encore une fois, je sais qu'il y a des gens vraiment à qui ça plaît, il y en a d'autres peut-être un peu moins, mais à ce moment-là, du coup, je pense qu'il faut surtout pas hésiter à aller sur d'autres channels sur lesquels ils font des vidéos plus courtes, il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et personnellement, moi j'ai ma marque de fabrique, et c'est celle-ci. Donc si on revient ici, et on passe en weekly... flat étendue, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, en général, une flat étendue, on vient chercher les 1.618. Donc, si on reporte ici le point, vous voyez qu'on est venu chercher légèrement en dessous. On est quasiment venu chercher. Et là, vous le voyez, c'était ici ma zone, les 200%. Notamment sur deux choses. D'abord les niveaux de Fibonacci, effectivement, où moi j'avais un premier niveau à 19 000, vous voyez c'est la barre verte qu'on avait mis ici, et vous voyez qu'on a fait un épisode à cause de FTX qui est quasiment passé en dessous, mais finalement on a réintégré, et derrière sur quoi on rebondit? Sur la barre verte. Donc d'une certaine manière, cette barre verte, le 1.618, était un superbe endroit pour dire je re-rentre à l'achat, éventuellement. Cette flat étendue ici, elle a été propre. Et c'est aussi pour ça que ce que je vous explique, c'est de vous dire que Bitcoin a peut-être terminé sa correction. Si jamais on devait ici s'attendre à une correction non complexe, correction simple, eh bien on aurait cette fabuleuse A, B et C qui se serait terminée ici, quelque part entre le 1.618 et le 200% de Fibonacci. On avait également au niveau chartiste ici, et j'en avais parlé au tout début de la chaîne, cette épaule tête épaule ici, qui avait de la vente, mais elle est acceptable vraiment, et elle était valide, et du coup la target de cette épaule tête épaule était par ici. Vous voyez qu'on n'a pas touché parfaitement la target. Voilà pour l'idée. Personnellement, je pense désormais qu'on se dirige à minima vers cette zone de rechargement de vente, c'est-à-dire quelque part entre 49 000 et 38 000 $. Personnellement, ma target ici, elle est autour des 40 000. Target au cours de laquelle... En tout cas, tout ce que j'ai plus ou moins ici accumulé dans la zone, j'aurais tendance à en lourder un petit peu de manière à rentabiliser mon investissement. Je pense pas ici que on va, si par exemple on va ici, et là on va faire du coup de l'investissement et cette idée un petit peu de, voilà, si on va ici très exactement, ici je pense qu'il y aura une correction type 2019. Ça veut pas dire aller en dessous. Pour moi, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que ici même, en fait, les niveaux actuels pourraient juste faire acte de résistance, ou alors même les 30 000 $. Quelque part comme ça. Pardon. Quelque part comme ça, voilà. Qu'on pourrait vraiment avoir ce type de mouvement. Soit on revient à 30, soit 25,2. Et ensuite on repart. Mais en tout cas, je serai hyper attentif dans la zone de rechargement. Tout comme je vous l'ai expliqué également sur le S&P. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ici, on aura fait notre ABC, pour le coup. Là où je pense que S&P va venir faire des nouveaux plus bas, c'est-à-dire perdre ce niveau-là, je ne pense pas que Bitcoin va le faire puisqu'on a déjà notre ABC ici qui est pour moi terminé, d'accord? On est terminé en C à ce stade-là. Et je pense que ce qu'on est en train de faire ici, c'est peut-être une 1-2 pour ensuite repartir de plus belle assez fort. Et je pense que Bitcoin ici repartira avant le marché action. Pour le moment, à quoi on sera mangé sur le marché action et quelle va être la narration? Ça va être bien entendu potentiellement une récession. Récession qu'on attend tous, mais que je pense qui est en train d'être
on n'est pas sur un no landing, on est sur un late landing. À mon avis, voilà, on est en train de décaler les problèmes pour après les élections, et je pense que c'est plus ou moins ce que tout le monde joue en ce moment, c'est-à-dire on aurait pu ici, par exemple, sur le moment de la crise bancaire, laisser faire, ne pas couvrir les dépôts, etc. Et on a vu que la Fed est venue au secours des particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Ça veut dire que tout simplement, on peut considérer désormais que sur le marché américain, au niveau des banques, eh bien, on mutualise les pertes, mais on privatise les gains. C'est-à-dire que si une banque fait des gains, à ce moment-là, elle va les prendre pour sa gueule, elle ne va pas les mutualiser. Mais par contre, si une banque est en faillite, etc., on va couvrir les dépôts des épargnants, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, de toute façon, dans tous les cas. Il vaut mieux couvrir... à l'époque de Lehman Brothers, on avait couvert les banques, mais on avait couvert les grandes institutions. On avait renfloué les caisses des banques plutôt que de renflouer les caisses des particuliers qui avaient des comptes dans ces fameuses banques. Ici, bien entendu, la doctrine, elle est un peu différente, puisqu'on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien sur 2008 et Lehman Brothers, etc. Toute la grande crise financière, ça ne fonctionnait pas très bien. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, bon, on laisse les banques mourir, les institutions mourir. Je pense pas que si c'était une très grosse banque, on l'aurait laissé mourir, mais en l'occurrence, là, c'était des banques locales qui avaient fait un peu des conneries en termes de gestion. C'était d'ailleurs, c'est pas resté lettre morte, c'est-à-dire que désormais, on voit que les banques ont resserré leurs conditions de crédit, ce qui va plutôt dans le sens de ce que nous dit Powell. Mais dans un autre sens, eh bien, vous comprenez que ça veut dire également, et le message, il est pas très bon, au sens où ça veut dire qu'aux États-Unis, au niveau des banques, les pertes sont mutualisées, mais les gains sont privatisés. Et ça, qu'est-ce que ça fait en général ? Ça augmente les inégalités. Donc, le problème global du monde en ce moment, et le problème global, il est maintenant depuis tout simplement que on est passé aux États-Unis dans un monde unipolaire. On a eu 30 ans de monde unipolaire, de 1991 à 2021, globalement, d'une manière générale, je le vois comme ça, personnellement. On a eu une trentaine d'années où les États-Unis étaient plus ou moins le seul gendarme du monde, et où, du coup, finalement, on a eu du capitalisme à outrance avec tous ces problèmes. Et parfois, il faut réfléchir un petit peu en termes de troisième voie, qui est de dire, bah, elle est où la paix sociale également ? Elle est où est-ce qu'on va pas finalement essayer d'investir plutôt dans l'éducation ? Est-ce qu'on va pas investir dans des choses à plus long terme ? Est-ce qu'on va pas avoir des investissements qui sont plutôt stratégiques ? Est-ce qu'on prend de la dette finalement pour rendre les plus riches riches ? Ou alors est-ce qu'on prend de la dette pour essayer d'avoir une vision stratégique pour notre pays ? Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à creuser et qui n'ont pas été creusées, en tout cas pendant les 30 dernières années. Donc le fait d'avoir ici une contrebalance qui semble devenir les BRICS, en tout cas à ce stade, on a compris que ça serait pas l'Europe. Eh bien, cette espèce de contrebalance, de contrepoids, voilà, cette espèce de contrepoids finalement est plutôt une bonne chose pour le monde entier, puisque il va permettre, eh bien, d'avoir le choix. Si vous regardez les chiffres, je rappelle que depuis un certain temps désormais, eh bien, les écarts se creusent, voilà, c'est ça que je suis en train de dire, et encore plus depuis le Covid dernièrement, etc. Donc endetter des États correspond tout simplement à mutualiser les pertes et privatiser les gains. Quand les gains sont là, encore une fois, les gains ne sont pas partagés par tout le monde, tout simplement parce que la personne qui décide de qui va être président ou ce genre de choses-là, eh bien, elle le paye, elle paye ces choses-là, elle achète des médias et elle attend une forme de retour sur investissement qui, malheureusement, est relativement guignolesque, est devenu vraiment guignolesque à ce stade. Devenu guignolesque, pourquoi ? Bah parce que quand vous regardez finalement les deux prochains qu'on va avoir aux prochaines élections aux États-Unis, on est quand même dans du guignol entre Biden qui se casse la gueule hier ou avant-hier et sur un sac de sable pendant et derrière Trump qui se fout de sa gueule aussi. Je trouve qu'on n'est vraiment pas dans un choix vraiment excellent du côté des États-Unis. On est vraiment de plus en plus dans le guignol. Donc voilà, de mon côté, c'est mon avis. Encore une fois, pour moi, j'aimerais bien qu'on ait un dirigeant relativement fort, mais qui en tout cas ait une vision, que ça soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe ou autre chose, ou même au niveau des grands blocs, hein, à savoir pour le coup États-Unis, Russie, Chine, ce genre de choses, quelqu'un qui a des visions plus ou moins à déjà plus long terme.
Voilà pour moi, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, c'est peut-être une des vidéos les plus longues de la chaîne, mais j'aime bien dérouler des fois, on est samedi, on a le temps, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, si c'est pas le cas, et bah du coup, enfin c'est plus une discussion de comptoir, on va dire, que une analyse réellement sur ce qui fonctionne. D'ailleurs je suis parti un peu dans tous les sens, mais ça fait du bien des fois aussi de dire son avis. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur est-ce que vous êtes plutôt dans une logique non, je peux pas poser ça comme question. Attendez, je mets en pause, je réfléchis une seconde et je vous dis ça. Ok, j'ai ma question. Donc, si vous aviez la possibilité de prendre un petit déjeuner avec une célébrité, quelle qu'elle soit, quelle serait celle-ci? Donc, ça pourrait être un homme politique, ça pourrait être une célébrité autre, ou voilà, ce que vous voulez. Si vous aviez la possibilité, là, demain, on vous dit, bah, tu choisis, on lui paye l'avion, etc. Et cette personne vient prendre le petit-déj avec toi. Quelle serait-elle? Voilà, ça sera ma question. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.